Les silences de Goma, écrit par Grace Kaya. Notre destin change-t-il lorsque nous découvrons enfin qui nous sommes vraiment? Chers lecteurs, accrochez-vous bien, car ce que vous allez découvrir pourrait bien ébranler vos certitudes les plus profondes. Les secrets de famille, les vérités enfouies et les âmes séparées par le destin ont une fâcheuse tendance à ressurgir. Souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Tout commence dans un salon ordinaire, un soir comme les autres. Mirabelle, confortablement installée sur son canapé, pioche distraitement dans son menu McDo, tout juste livré. La télévision murmure en arrière-plan, simple bruit de fond, jusqu'à ce que l'image surgisse. Une femme, son reflet. Mirabelle se fige, son cœur rate un battement. Même visage, même regard. Et ce nom qui s'affiche à l'écran, Tumaini, le sien. D'un geste brusque, elle se redresse, augmente le volume. L'autre femme parle d'une voix ferme, vibrante d'émotion. Ses mots résonnent comme une tempête. Elle raconte la nudité volée des femmes, la virginité arrachée à Bukavu, les vies fracassées à Goma. Mirabelle frissonne. Elle ne sait pas encore si c'est la ressemblance qui l'obsède ou le poids des paroles qui semblent la transpercer. Qui est cette femme? Goma, République démocratique du Congo. Ce nom résonne en elle comme un écho lointain, un appel sourd. Ses origines. Le cœur battant, Mirabelle attrape son téléphone et compose le numéro de sa mère. L'attente ne dure que quelques secondes, mais elle lui semble interminable. « Allô, maman ?» Sa voix tremble légèrement. « Avons-nous de la famille au Congo? Des frères, des sœurs? Tu n'en parles jamais. » Un silence. Puis, la réponse tombe, sèche, implacable. « Je n'ai personne. » Mirabelle fronce les sourcils. « Nous avons quitté le pays à l'entrée de l'AFDL. J'étais fille unique. Mes parents sont morts. Il ne me reste rien là-bas et je ne veux plus avoir affaire à ce pays. » Son ton se durcit. « Je n'en garde que de mauvais souvenirs. » Alors, ma chérie, plutôt que de ressasser le passé, parlons plutôt de ton mémoire. Tu as enfin trouvé le sujet du siècle? Mirabelle inspire profondément. Son regard glisse à nouveau sur l'écran figé de la télévision. « Oui, maman, je viens d'avoir une idée de génie. » Un silence. Le Congo, Goma, la guerre et le viol comme arme de destruction. C'est au cœur de mes recherches. L'explosion est immédiate. Tu dérailles complètement. Mauvaise idée, Mirabelle. Et c'est trop loin pour consulter des archives. Pourquoi ne pas? Maman. Elle l'interrompt doucement, mais fermement. Je vais m'y rendre. Un silence tendu. Sérieusement? Tu n'es quand même pas prête à risquer ta vie pour un simple mémoire? Mirabelle ferme les yeux un instant, la ressemblance troublante. La voix de cette femme sur l'écran, son propre nom. Ça peut te paraître insensé, maman, mais oui, ce voyage est essentiel à mon travail. Justine, la mère de Mirabelle, ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur cette décision soudaine. Mais pour Mirabelle, le doute n'existait plus. Nina Tumaini était devenue une obsession. Son association omniprésente à Goma et à Bukavu l'intriguait encore plus. Pourquoi ce nom? Pourquoi Tumaini, qui signifie espoir, alors que ces femmes vivaient l'horreur? Il n'y avait qu'un moyen d'avoir des réponses. Elle devait y aller. L'aéroport de Goma, midi. Le soleil écrasait la ville d'une chaleur impitoyable. Mirabelle avançait, son cœur battant fort. Tout lui était étranger. Les voix autour d'elle s'élevaient en lingala et en swahili, des langues qui auraient dû lui être familières. Mais elle n'en comprenait pas un mot. Sa mère l'avait privée de cette part d'elle-même. Sur la route menant à son hôtel, une autre réalité s'imposa. Elle n'avait pas mesuré le danger. Ici, tout était différent des rues tranquilles du Finistère. Les regards curieux, les rues chaotiques, les hommes armés à certains carrefours. Était-elle vraiment prête pour ce qu'elle allait découvrir? L'hôtel était modeste, mais accueillant. L'appréhension la gagnait, mais une force intérieure la poussait en avant. Elle devait rencontrer Nina. À peine sa valise posée, elle se mit en quête de l'adresse de l'association. Le concierge, un homme à l'œil vif, l'observa un instant avant de secouer la tête.
« Mademoiselle, vous n'y arriverez pas seule. » Avant qu'elle ne proteste, il fit signe à un jeune garçon qui traînait non loin. « Hosanna va vous y conduire. » Mirabel tourna la tête vers l'enfant. Il n'avait pas plus de 10 ans, mais son regard en disait long sur tout ce qu'il avait déjà vu. Elle n'était là que depuis quelques heures, et déjà, elle sentait que ce voyage allait bouleverser bien plus que son mémoire. À peine le taxi s'arrêta devant le bâtiment de l'association, elle la vit, Nina. Assise sur un banc, elle parlait doucement à une jeune fille d'une quinzaine d'années, lui murmurant des mots que Mirabel ne pouvait pas entendre. Mais elle voyait les larmes. Elle vit aussi la douceur avec laquelle Nina les essuyait, la force tranquille qui émanait d'elle. Mirabel descendit du taxi, le cœur battant à tout rompre. À ses côtés, Hosanna restait figée. Il les regarda tour à tour, l'air stupéfait. Elles étaient le reflet, l'une de l'autre. Comme si elle avait senti leur présence, Nina leva les yeux. Mirabel s'avança lentement, incapable de détacher son regard de la jeune femme, son double, son mystère. « Je m'appelle Mirabel Toumaïni. » Sa voix tremblait légèrement. « Je viens de Bretagne. Je suis venue pour mon travail de fin d'études, sur votre association. Je vous ai écrit plusieurs fois, mais je n'ai jamais eu de réponse. Alors, je suis venue quand même. » Un silence, puis un léger sourire effleura les lèvres de Nina. « Sois la bienvenue, Mirabel. » Elle marqua une pause. « Je m'appelle Nina. Nina Toumaïni. » Mirabel sentit un frisson. Nina se tourna vers la jeune fille en pleurs et lui tendit un papier. « N'oublie jamais, tu es fort, tu es puissante. » Sa voix était douce mais ferme. « Vas-y et présente ce papier au docteur de la part de l'association. » La jeune fille hocha la tête, serra le papier contre elle et s'éloigna. Nina reporta alors toute son attention sur Mirabel. « Viens, entrons. » Mirabel inspira profondément. Son instinct lui criait qu'à partir de cet instant, plus rien ne serait jamais comme avant. Mirabel suivit Nina à l'intérieur. La pièce était sobre, mais un mur entier attirait immédiatement l'attention. Des photos, des mots griffonnés à la hâte, des témoignages de souffrance. Un mur des lamentations, où chaque fragment d'histoire portait la marque d'une douleur indicible. Mirabel s'approcha. Ses yeux parcouraient les inscriptions tremblantes laissées par ces femmes brisées, mais debout. Le regard de mon bourreau était injecté de sang. Il riait à gorge déployée. « Je le fixais », murmura-t-elle en lisant l'un des témoignages. Elle sentit un frisson glacé lui parcourir la nuque. Comment survivre après ça? Un autre témoignage. Nous ne sommes pas que des victimes, nous sommes aussi des survivantes. Nina venait d'avancer vers elle, son regard planté dans le sien. Un silence, lourd de sens. Puis Nina s'approcha encore, l'observant comme si elle cherchait une réponse sur son visage. « Je crois que notre ressemblance sera le point de départ de ton travail de fin d'études. »« Je le pense aussi. » Nina croisa les bras. « Où as-tu entendu parler de l'association ?» Mirabel inspira profondément et raconta tout. Le reportage, le choc, l'image de Nina à la télévision, son départ précipité pour le Congo. Nina l'écouta en silence puis haussa un sourcil. « Commençons par là. » La voix de Nina était calme, mais tranchante. « Comment s'appellent tes parents ?» Mirabel hésita un instant. « Je n'ai jamais connu mon père. J'ai toujours vécu avec ma mère. Elle m'a toujours dit qu'elle n'avait plus de famille au Congo. » Un frisson la traversa en voyant le visage de Nina se figer. « Et toi ?» demanda-t-elle d'une voix plus hésitante. Nina marqua un silence, comme si elle pesait chaque mot. « Mon père s'appelait Victor Toumaïni. Ma mère, je ne l'ai jamais connue. » Elle marqua une pause avant d'ajouter « Elle s'appelait Justine. » Mirabel sentit son souffle se couper. Nina continua, le regard perdu dans un souvenir lointain. « Elle a disparu un jour. Avec ma petite sœur jumelle. » Tout le corps de Mirabel lui criait que cette conversation allait bouleverser sa vie. Mirabel ajusta son téléphone et lança un appel vidéo pour avoir le cœur net. « Maman, je suis bien arrivée. » Justine apparut à l'écran,
son visage soucieux mais soulagé de voir sa fille. « Tu es en sécurité ?»« Oui, mais je veux te montrer quelqu'un. » Elle tourna lentement l'écran vers Nina. Le silence tomba. Justine resta figée. Son visage se décomposa. Ses lèvres tremblèrent. Ses yeux s'embuèrent instantanément. « Maman ?» murmura Mirabel inquiète. Mais Justine, incapable de parler, porta une main à sa bouche. Une larme roula sur sa joue. Puis, brusquement, elle coupa l'appel. Mirabel resta interdite, le téléphone toujours en main. Elle sait. Nina posa une main sur son épaule, un mélange de tendresse et de gravité dans le regard. Un homme entra précipitamment, interrompant leur moment. « Nina, tu ne peux pas rester ici. »« Pourquoi ?»« Quelqu'un est venu te chercher. On t'attend devant chez toi. » Nina serra les dents. Elle savait ce que cela signifiait. « Alors je n'y vais pas. » Elle attrapa son sac et se tourna vers Mirabel. « Viens, nous partons à Panzi. » Panzi, un nom qui, pour beaucoup, n'est qu'un point sur une carte, mais qui, pour des milliers de femmes, représente bien plus qu'un simple hôpital. Panzi, c'est l'endroit où les corps brisés sont soignés, où l'indicible trouve enfin les mots pour être raconté, là où l'horreur du viol de guerre laisse place à une lueur d'espoir. Entre les mains des médecins, la souffrance est pansée, et dans chaque intervention chirurgicale, c'est aussi une dignité qu'on tente de restaurer. Mais Panzi, c'est surtout un sanctuaire où les femmes ne sont pas seulement réparées, elles sont relevées. Dans ce bastion de la résilience, on ne répare pas seulement la chair, on ravive des âmes. Là, Mirabel vit l'indicible. Des femmes mutilées, des corps abîmés, mais des âmes puissantes. Elles étaient détruites, mais pas vaincues. Nous ne devons pas baisser les bras. Nina s'était levée, s'adressant aux survivantes réunies autour d'elle. On nous a fait croire que nous étions faibles, mais nous sommes celles qui reconstruisent. Sans nous, il n'y a pas de nation, pas d'avenir. Ils veulent nous anéantir, mais nous nous tiendrons debout, parce que nous sommes la force. Mirabel, silencieuse, contemplait sa sœur avec admiration. Elle la vénérait presque. Cette femme, son autre moitié marquée par la souffrance, était un roc. « Tu es exceptionnelle, Nina », murmura-t-elle. Hosanna, le petit guide de Mirabel, interprétait parfois et observait avec gravité. « Allons à l'hôtel. Et demain, nous parlerons à notre père, » proposa Nina. Mais le soir même, elles l'appelèrent. Quand Victor Toumaïni arriva, il portait un vieil album. « Regardez », il l'ouvrit avec des gestes tremblants, des photos jaunies, un mariage. Justine, sa voix se brisa en désignant une image. Un matin, elle est partie, avec Fatima, sans un mot. Il inspira profondément. J'ai cru qu'elles avaient été tuées. Nous avons fait notre deuil. L'atmosphère était lourde, trop lourde. Puis, dans un souffle, Nina lâcha la vérité. « Papa, je suis enceinte. » Le silence explosa. Un chef de milice. Sa voix se brisa. Il m'a... Elle n'acheva pas. Victor pâlit. Ses mains tremblaient. Tout son corps hurlait sa douleur. Il avait retrouvé ses filles. Mais c'était aussi un jour de tristesse. Nina posa sa tête contre son épaule et laissa enfin couler ses larmes. « J'ai toujours demandé aux femmes d'être fortes. Je serai forte moi aussi. Ce chef de milice veut ma peau. Il veut me détruire. Mon combat dérange. » Victor la serra contre lui, incapable de parler. La souffrance prend un tout autre sens quand c'est un être aimé qui l'a subie. Puis, soudain, il se leva. « Je vous laisse, mes filles. Je reviendrai demain, on trouvera une solution. » Mirabel se leva à son tour. « Laisse-moi t'accompagner, papa. » Sans un mot, il hocha la tête. Mirabel marcha à ses côtés, sentant le poids du chagrin, mais aussi celui de l'amour retrouvé. Mirabel serra les mains de son père, une émotion sincère illuminant son visage. « Je suis si heureuse de te connaître enfin. » Victor l'observa un instant, les yeux brillants de tendresse. « La dernière fois que je t'ai portée,
« Tu ne devais pas peser plus de 10 kilos, dit-il en riant doucement. Et te voilà devenue une femme. » Un sourire attendri étira ses lèvres avant qu'il ne se détourne. Il s'éloigna lentement sous le ciel étoilé de Goma, sa silhouette se fondant peu à peu dans l'obscurité. Mirabel resta là, immobile, le regard suivant son père jusqu'à ce que 2 ombres surgirent de nulle part. Des mains brutales s'abattirent sur elle. Un cri déchira la nuit. Victor s'arrêta net. Son cœur se glaça. Il fit demi-tour précipitamment. Mais il ne trouva que ses babouches abandonnées sur le sol poussiéreux. Un frisson d'horreur lui traversa l'échine. Il comprit immédiatement. Le malheur venait de frapper à nouveau l'une de ses filles. Le malheur venait encore une fois d'emporter l'une de ses filles.